Bonjour à tous et bienvenue sur Métacast, la chaîne de podcast dédiée au cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, notre épisode est consacré à la qualité de vie dans le cancer du sein. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Mahasti Saghachian, oncologue, spécialisé dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein et chef du pôle oncologie de l'hôpital américain de Paris. Professeur Saghachian, bonjour. Bonjour Bénédicte. À vos côtés, Madame Marie-Christine Leguello, une de vos patientes, suivie dans le cadre d'une récidive métastatique d'un cancer du sein. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Bénédicte, bonjour professeur. Alors professeur Saghachian, pour commencer, une première question en tant que médecin, qu'est-ce qu'on entend par la qualité de vie ? Alors, il faut savoir que la qualité de vie est une vraie donnée de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, médecins, nous avons une vraie définition de la qualité de vie, qui nous est d'ailleurs donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est très intéressant parce que même pour nous, médecins, et pour l'Organisation mondiale de la santé, la qualité de vie, c'est vraiment la perception de l'individu, de sa propre santé, définie comme un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc, il y a vraiment les trois dimensions dont nous, médecins, nous sommes également censés tenir compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la perception que l'individu va rapporter de sa qualité de vie, et on le sait dans les études, est assez différente de la perception que nous, médecins, on peut avoir de la qualité de vie de nos patients. Et ça, c'est quelque chose dont nous tenons compte dans notre pratique. Merci beaucoup, professeur Saghachian. Alors Marie-Christine, du point de vue des patientes, qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie ? En ce qui me concerne, la maladie, elle a eu un énorme impact sur mon corps, bien entendu, à cause des traitements, mais encore plus sur mon psyché, parce qu'elle a bousculé mes valeurs et modifié ma cartographie comportementale. Lorsque j'ai appris il y a 2 ans que ma récidive était métastatique, j'ai immédiatement associé le cancer à la mort, ce qui n'avait pas du tout été le cas lors du diagnostic initial en 2017, puisque la tumeur a été localisée. La maladie m'a donc conduite à repenser ma maladie et à lui redonner du sens. Et pour moi, qui ne serais probablement jamais guérie, puisque je suis en situation de maladie chronique aujourd'hui, l'enjeu a été de parvenir à un rééquilibrage de ma vie en y incluant la maladie et surtout en l'acceptant. Et aujourd'hui, je la considère comme un compagnon de route au long cours. Et au regard de cela, j'essaie de conserver une qualité de vie la plus agréable possible. Et pour moi, ça passe essentiellement par le maintien d'un équilibre émotionnel et physique qui me permet de continuer à vivre plus ou moins comme avant. Merci beaucoup Marie-Christine pour ces détails. Professeur Saghachian, dans votre pratique, dans quelle mesure tenez-vous compte de la qualité de vie dans vos prises de décision ? Alors en fait, si on veut le faire bien et si on veut vraiment avoir une perception juste de la qualité de vie de nos patients, il faudrait en réalité que pour chaque patient, on prenne en compte tout d'abord ses caractéristiques socio-démographiques. Est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, quel âge elle a, son niveau d'éducation. On sait que ce sont des éléments qui vont impacter et impacter la perception du sujet de sa qualité de vie. La qualité de vie, pour les patients, on le sait, c'est aussi, elle se rapporte à leur propre expérience de la maladie, leur expérience personnelle, leurs expériences antérieures personnelles en dehors de la maladie. Pour bien gérer et tenir compte de la qualité de vie d'un patient, on doit aussi essayer de comprendre ses propres stratégies de gestion du stress, tenir compte du soutien social dont ce patient bénéficie. Donc, vous voyez, d'abord, il y a toute une phase pour nous de diagnostic de qui est cette patiente, ce patient, et quel est son environnement. À quoi ça nous sert ? Ça nous sert en fait, nous, pourquoi il faut en tenir compte ? Parce que vraiment, ça va nous permettre d'adapter la prise en charge de nos patients et de l'adapter, évidemment, pour lui proposer des soins de support, de l'adapter aussi dans le choix même des traitements qu'on va proposer à ce patient. Parce que nos traitements, ils doivent servir à traiter nos patients et ne pas leur nuire en particulier en termes de qualité de vie et en particulier dans un cancer métastatique comme l'a dit Marie-Christine, voilà, la maladie est chronique et le patient va vivre avec. Donc clairement, eh bien cette qualité de vie, elle participe et son évaluation, elle participe au choix des traitements, mais elle participe aussi à la prise en charge pour pouvoir proposer les soins de support. Alors justement, vous parlez d'adaptation de la prise en charge du patient. Concrètement, que proposez-vous comme démarche pour améliorer cette qualité de vie ? Aujourd'hui, vraiment, en oncologie, on le sait, la réussite, elle passe par la multidisciplinarité.
Et cette multidisciplinarité, pour moi, en 2024, elle implique aussi le patient. C'est-à-dire que vraiment l'approche qu'on va avoir dans l'adaptation, la prise en charge, les soins de support qu'on va proposer à nos patients, il faut vraiment qu'elle soit centrée sur le patient et participative. Ça, je trouve que c'est vraiment le premier mot d'ordre. Comme je le disais au départ, la perception de la qualité de vie par le patient, elle va être différente de celle que moi, oncologue, je vais avoir. Et donc, vraiment, il faut que je fasse l'effort de me recentrer sur mon patient pour vraiment pouvoir lui apporter ce qui correspond à ses besoins. Après, dans cette approche multidisciplinaire, on va se reposer sur le patient lui-même, mais aussi, et aujourd'hui, on bénéficie d'infirmières de recherche clinique, d'associations, de nos pharmaciens, d'infirmières de pratique avancée, du médecin traitant, et puis évidemment de tous les spécialistes des soins de support qui nous permettent vraiment d'élargir l'offre que l'on peut faire à nos patients. Et vraiment, aujourd'hui, ces soins de support se sont énormément développés. C'est de l'activité physique, c'est une approche diététique, une approche psycho-oncologique, de l'information aux patients à travers des livrets, de l'éducation, des podcasts. C'est vraiment un package très complet et global qu'il va falloir proposer à nos patients, mais avant tout à travers un dialogue avec le patient. Merci beaucoup. Marie-Christine, dans votre quotidien de patiente, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de l'équilibre. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour préserver votre qualité de vie ? Alors, je vois mes amis, je marche quasiment tous les jours, je lis, j'écris, je regarde des films, je voyage. En réalité, tout ce que j'aimais faire avant, je continue à le faire. J'ai rien changé à ça et pour moi, ça, c'est très, très important. En revanche, j'ai ajouté de nouveaux ingrédients à mes routines quotidiennes qui augmentent mon bien-être. Alors, je fais des séances de réflexologie plantaire chinoise à la fois pour équilibrer les énergies, pour soulager mes douleurs, mes tensions cervicales et dorsales. Je vois régulièrement une psychologue, un auriculothérapeute. 2 fois par semaine, je fais des massages lymphatiques pour réduire les risques d'aggraver le lymphoœdème qui s'est développé suite à ma récidive. Alors, le lymphoœdème, c'est un gonflement du bras qui est une des complications lorsqu'on vous enlève une partie de la chaîne ganglionnaire lors de la chirurgie. Je fais beaucoup d'étirements à la maison et puis je fais pas mal de sport. J'avais une alimentation assez équilibrée avant mon premier cancer en 2017, mais depuis, j'ai amélioré ce point. Je mange très peu de produits transformés, je privilégie les produits de qualité, les fruits et les légumes notamment. Je ne fume pas. En revanche, avant mon premier cancer, je buvais de l'alcool assez régulièrement, je dois dire, j'ai totalement arrêté. Et globalement, je fais en sorte de vivre le moment présent, ce qui n'est pas toujours facile, surtout à l'approche des examens de contrôle. Mais j'essaie d'appliquer ce principe le plus souvent possible afin d'éviter de m'angoisser inutilement sur un avenir qui reste finalement incertain. Merci beaucoup. Alors, l'une et l'autre, est-ce que vous auriez un dernier conseil à transmettre aux patientes qui nous écoutent, professeur Saghachian par exemple ? Écoutez, moi je trouve que Marie-Christine illustre très bien le conseil que je donnerais, c'est ne pas subir et communiquer, s'entourer. Vraiment ne pas subir, c'est-à-dire reprendre la main sur sa maladie, ne pas subir cette maladie, ne pas subir ses traitements et mettre en place tout ce qu'il faut pour répondre à ses propres besoins, à ses propres contraintes, à ce qui va vous faire du bien et contribuer à améliorer votre qualité de vie et peut-être aussi l'évolution de la maladie. Et vous, Marie-Christine, quel serait le vôtre ? Alors moi, je trouve qu'il est assez délicat et présomptueux de donner des conseils, car chacun réagit en fonction de ce qu'il est et de son vécu. Et surtout, personne n'en est au même stade. Alors, dire à quelqu'un de malade et de surcroît s'il est fatigué par sa maladie ou ses traitements, de sortir, de voir ses amis, de rester positif parce que le moral, c'est un pas vers la guérison, etc. Même si ça part d'un bon sentiment, si la personne en face de vous n'est pas prête à entendre ça, n'a pas envie ou la force de faire ça, ça ne sert à rien de prodiguer ce genre de conseils. Je peux toutefois en donner un qui me semble fondamental, et c'est ce que dit le professeur Saghachian, où je la rejoins à 100%, c'est d'être ou de chercher à devenir acteur de sa maladie. Et cet apprentissage, il se fait aujourd'hui grâce d'une part aux soignants qui ont intégré à leur pratique les principes de médecine intégrative, c'est-à-dire la médecine qui combine les acquis de la médecine conventionnelle et traditionnelle et qui met l'accent sur la prévention. Et pour ces soignants, le patient n'est pas qu'un organe malade, ça c'est très important, c'est une personne qu'il faut considérer dans sa globalité et avec lequel il faut collaborer
en choisissant par exemple avec lui le traitement qui lui convient le mieux. C'est ce qui s'est passé pour moi avec le professeur Sagatian et je le remercie grandement. Et d'autre part, il y a des outils comme l'éducation thérapeutique du patient, qui est un outil qui vise à aider les malades en situation de maladie chronique à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être pour gérer au mieux leur vie et leur parcours de soins. Un immense merci, professeur Sagatian et Marie-Christine, pour votre partage et votre sincérité et nous avoir éclairé sur la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne Metacast, disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain nouvel épisode. À très bientôt.